Au pays du blé noir, la poudre blanche a trouvé une porte d'entrée. 676 kg à Saint-Nazaire, 180 à Lorient, 178 à Brest et plus de 2 tonnes dans le Cotentin. Les découvertes de cocaïne ont explosé dans l'Ouest depuis 2022. Et on sait désormais que ça arrive dans tous les ports. Partout en France, les opérations anti-stupes se multiplient, avec plus ou moins de succès. La Bretagne devient une cible de choix pour ce trafic mondialisé. On est dans une position stratégique, c'est-à-dire on est à l'entrée de la Manche. Et pourtant, c'est ici, du Finistère, qu'est organisée la lutte armée en haute mer contre les trafiquants. Un personnel sur les bras levés, sur l'arrière. Mais la drogue, elle finit toujours par passer et entraîner de nouveaux consommateurs. Alors par quels moyens la cocaïne se ferait un chemin jusqu'à la Bretagne et comment s'organise la lutte contre la drogue dans la région? C'est l'histoire que nous allons vous raconter. Nous sommes à Brest. Ici en 2023, c'est plus d'une demi-tonne de cocaïne qui a été retrouvée en seulement 2 saisies. Le tout pour une valeur marchande de plus de 30 millions d'euros. Alors bien sûr, on est bien loin des records européens. Eux, ils se comptent en tonnes. Mais la cocaïne afflue toujours plus sur le continent et la région, elle n'est pas épargnée. Ça, c'est pas étonnant parce que c'est la production mondiale qui atteint des sommets. L'ONU-DC estime qu'en 2021, c'est 2304 tonnes de cocaïne qui auraient été produites dans le monde. C'est 2 fois plus qu'il y a 10 ans. Enfin dans le monde, la culture de la feuille de coca est concentrée dans 3 pays, le Pérou, la Bolivie, mais surtout la Colombie. Ça, c'est pour les historiques, mais en Amérique latine, il y a aussi de petits nouveaux qui ont fait irruption sur le marché, comme le Honduras, le Guatemala, le Mexique ou le Belize. Et c'est de là que la cocaïne commence son long chemin vers chez nous. Les trafiquants utilisent la mer comme principal moyen d'acheminement. Ça leur offre 2 avantages. Le premier, de transporter de grandes quantité de drogue, et le deuxième profit, c'est de pouvoir profiter justement de cette avalanche de marchandises pour dissimuler plus facilement leur cargaison. Il faut savoir qu'en Europe, chaque année à peu près, il y a 98 millions de conteneurs qui arrivent sur le continent. Les porte-conteneurs sont le moyen privilégié des trafiquants pour cacher la cocaïne. Mais ils utilisent aussi des voiliers, des mules et on a même vu des sous-marins. Bref, tous les moyens sont bons pour acheminer la drogue vers le meilleur client, l'Europe. On estime que plus de la moitié de la production de cocaïne est destinée au marché européen. Mais avant d'atteindre sa destination, la drogue passe par ce que l'on appelle des pays rebonds. Les services anti-drogue en Europe et en France en particulier ont une attention plus particulière pour les pays à risque qui sont les pays directement voisins des pays producteurs de cocaïne. Donc ils utilisent des pays rebonds pour masquer justement cette origine-là. Pour la France, généralement c'est les Antilles, la Guyane, mais ça peut être aussi des ports d'Afrique de l'Ouest, ça peut être la Turquie. Ce n'est qu'ensuite que la cocaïne prend la direction des ports européens. Les principales portes d'entrée, ce sont les plus gros ports, Rotterdam, Hambourg, Anvers. Ces 3-là représentent 60% des saisies européennes. Il y a d'énormes mesures de sécurité qui ont été mises en œuvre et qui sont encore mises en œuvre. Du coup, les narcotrafiquants essayent de cibler des ports qui ne sont pas aussi sécurisés. Alors Le Havre est en train de se sécuriser, du coup les narcotrafiquants vont à Dunkerque, c'est aussi Saint-Nazaire chez nous, c'est Bordeaux, c'est Marseille. Voilà. Et si demain ces ports-là sont plus sécurisés, ils iront ailleurs, c'est pas un problème pour eux. Pour faire passer la cocaïne à terre et déjouer les contrôles, les trafiquants comptent sur la complicité de certains dockers qui peuvent toucher l'équivalent de plusieurs années de salaire en quelques minutes. Alors ça, c'est pour la version simple, mais vous allez voir, les trafiquants ne manquent pas d'imagination. En 2023, c'est 178 kilos de cocaïne qui ont été découverts dans un bateau dans le port de Brest. Stéphane, tu avais couvert cette affaire. Elle était cachée où exactement, la cocaïne ? Alors, cette drogue était cachée sous le bateau, c'est-à-dire que les trafiquants utilisent les sea chests, ce sont des caissons étanches qui sont situés sous les lignes de flottaison. En fait, ce sont des prises d'eau qui permettent d'aspirer de l'eau pour le moteur, pour refroidir le moteur. On arrive à placer des ballots à l'intérieur, ballots qui sont parfaitement étanches, bien sûr, et donc ça permet de transporter la drogue de manière tout à fait discrète
Elle est embarquée justement au départ, au port départ, donc en Amérique du Sud, sans même que l'équipage ne s'en rende compte. Cette drogue va traverser tout l'Atlantique et ensuite elle doit être récupérée dans un des ports en fait de débarquement, tout aussi discrètement par des plongeurs. Des plongeurs maison, hein, donc tout pareil, il n'y a pas encore de complicité portuaire ou autre chose, c'est des gens qui viennent vraiment récupérer cette drogue dans ces caissons. Alors il y a une autre technique qu'on voit de plus en plus, c'est celle du drop-off, c'est des largages de cocaïne directement en mer. Est-ce que tu peux nous expliquer comment procèdent les trafiquants? Alors l'intérêt pour les trafiquants, c'est de ne pas aller jusqu'au port, hein, parce que c'est des ports qui sont très contrôlés, très surveillés. Donc l'idée, c'est de larguer la marchandise en mer, en plein océan. Alors, différentes techniques, hein. Un bateau qui vient côte à côte, on échange en fait la marchandise, ou alors on largue carrément les ballots en mer. Ces ballots sont équipés de balises GPS pour les retrouver, parce que c'est pas le tout de les larguer, il faut aussi pouvoir les retrouver. Et il arrive parfois que les trafiquants ne récupèrent pas tous leurs ballots. C'est pour ça qu'on en trouve parfois sur les plages, après donc, ces opérations de largage qui ne sont pas complètement achevées, quoi. Il faut dire qu'en fait, l'immense façade maritime française offre de nombreuses possibilités aux trafiquants, et en particulier le littoral breton. Quand on regarde la côte bretonne, c'est plus de 1000 km de littoral. Ce sont des ports de plaisance. Et surtout, si vous voulez, on est dans une position stratégique. C'est-à-dire on est à l'entrée de la Manche. Et on est forcément, je dirais, impacté par ce risque d'utilisation du littoral breton par les organisations criminelles qui organisent le trafic de produits stupéfiants. C'est qu'avant, on pensait que ça ne passait que dans les grands ports. Le Havre, évidemment. Mais on sait désormais que ça arrive dans tous les ports, y compris les ports de plaisance, les ports de pêche, les ports de loisirs, enfin bref, dans tous les ports, et selon tout type de navires de plaisance, de pêche, etc. Tous les vecteurs sont utilisés pour transporter ces marchandises illicites. Pour surveiller le littoral breton et ses plus de 140 ports, les douanes sont en première ligne. Aujourd'hui, ils effectuent un contrôle de routine dans le port de Brest en fouillant les nouveaux arrivants. Bonjour madame, bonjour. C'est la douane. C'est bien Hubert. Un petit peu exigu. L'administration des douanes, l'administration que je représente, met en place des moyens aériens. Elle met aussi en place des moyens maritimes, en collaboration avec, bien évidemment, la Marine nationale. Donc tous ces moyens que nous mettons en place sur la mer ont vocation à être utilisés pour saisir un maximum de produits stupéfiants et notamment de cocaïne. Nous mettons également des dispositifs dans les ports où sont déchargés les conteneurs pour tenter de développer ces saisies de produits grâce à des moyens qui peuvent être importants, avec des scanners, avec des moyens qui peuvent être aussi consister à, par exemple, des chiens détecteurs de produits stupéfiants. Donc tous ces moyens-là sont mis en place pour justement lutter contre les arrivées par voie maritime. Et puis, bien évidemment, il y a aussi le travail local qui est fait sur le littoral, sur le contrôle des navires, qui doit être pris en compte également. Mais c'est loin d'être le seul point d'action des autorités. Locateur sur marche. Locateur sur marche. La France lutte aussi en haute mer, directement sur la route des trafics. Ces images, ce sont celles de la Marine nationale. Nous sommes dans le golfe de Guinée en novembre 2022 et l'équipage du porte-hélicoptère Tonnerre intervient sur ce bateau soupçonné de transporter de la cocaïne. Il a un téléphone dans la main. Harpoune de Victor transmettez. Sécurisation complète du client terminée. Ce jour-là, c'est 4,6 tonnes de produits qui seront saisis. On agit là sur une sorte de boulevard de la drogue. Puisque de l'autre côté, vous avez l'Amérique latine, le Brésil, etc., qui sont des zones soit de production, soit de passage de cette drogue, qui empruntent ce canal, ce grand espace,
maritime à destination de l'Europe. Donc, le fait d'agir là-bas, en amont, c'est une autre manière de lutter contre ces flux massifs qui arrivent sur nos territoires, avec les dégâts que vous connaissez, des dégâts énormes en termes de santé, en termes de sécurité, en termes d'économie parallèle, en termes de banditisme, en termes de criminalité au sens large. On a vraiment un engagement fort parce que nous savons que ça va se gagner aussi là-bas, que cette action est aussi efficace pour les mêmes objectifs qu'ici. Donc ce qui est détruit, intercepté, détruit là-bas, n'arrive pas dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos villages, comme c'est désormais tellement répandu. Et toutes ces opérations contre le trafic de drogue en mer, elles sont dirigées ici depuis le château de Brest où se trouve la préfecture maritime. Et ça pour toute la zone atlantique. À sa tête, on trouve un duo, le préfet maritime de l'Atlantique et le procureur de Brest. Des informations importantes sont arrivées sur un client au milieu de l'Atlantique. Donc il s'agit maintenant de regarder ensemble ce qu'on va faire et de décider en lien avec les différents services nationaux et internationaux. Alors, les choses sont déclenchées avec généralement assez peu de préavis, pour tout vous dire. C'est-à-dire qu'on est prêt en permanence et on reçoit à ce moment-là une alerte d'un de nos partenaires. C'est généralement le centre international qu'on appelle le MAOC, qui est au Portugal, ou alors d'un service spécialisé comme les douanes, en nous donnant ce qui est connu comme éléments de cinématique, quelle est la nature du bateau, est-ce que c'est un voilier, est-ce que c'est un bateau de pêche, est-ce que c'est un gros cargo, en gros où est-ce qu'il est, est-ce qu'on sait précisément où il est ou pas. Ensuite, moi je regarde avec mes équipes, est-ce que j'ai un bateau disponible, est-ce que j'ai un avion disponible, est-ce que j'ai un partenaire qui a un moyen disponible, et on regarde ensemble avec eux, puisqu'on est tous dans des réseaux de coopération, quel est le meilleur moyen qui est le mieux placé pour, comme on dit, faire l'affaire. Alors là, il faut agir rapidement. Aujourd'hui, on agit avec le procureur de la République, on échange une appréciation de situation en fonction de la nature du renseignement, et on détermine ensemble comment on va faire l'affaire, quel sera le meilleur moyen, le meilleur moment et le meilleur cadrage juridique. On a toujours un dispositif qui nous permet d'apporter une réponse à un cas particulier. Autrement dit, on a une boîte à outils, et dans cette boîte à outils, on a de quoi choisir le meilleur outil pour pouvoir agir sur un cas particulier. Dans cette boîte à outils, ce sont des bateaux de la Marine nationale, ça peut être des bateaux des douanes, ça peut être un avion de l'avion, par exemple, le Falcon 50 qui est à Dakar. Ça peut être un patrouilleur de la marine sénégalaise. Ces opérations sont menées par la marine qui intercepte les trafiquants, le tout sous la supervision du préfet maritime. Tout ce qui précède la découverte des produits relève entièrement de l'autorité de la préfecture maritime, du préfet maritime. Dès l'instant où on trouve le produit, mais ça devient une affaire judiciaire. Donc je prends le relais, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait des produits? Qu'est-ce qu'on fait des hommes? Qu'est-ce qu'on fait des navires? À ce moment-là, il y a tout un protocole, des prélèvements, des échantillonnages, etc., jusqu'à l'exercice des poursuites éventuelles selon la nationalité des personnes. Tout un mécanisme de coopération aussi qui se met en place si on a affaire à des citoyens étrangers. Et ces opérations, elles jouent un rôle majeur dans la lutte contre le trafic de drogue mondial. C'est par le biais de l'action de la préfecture maritime et du commandement de la zone maritime ici, c'est par les liens que nous avons avec les différentes administrations. Aujourd'hui, la France, et en particulier sur le segment maritime, c'est de l'ordre de 10% des prises de 2023. Pour être précis, sur 2023, on a fait à peu près 13 tonnes de cocaïne en Atlantique, ce qui correspond à peu près à 10% des prises totales sur cette zone atlantique de l'ensemble de nos partenaires étrangers. C'est quand même pas rien.
Malgré ces efforts, la drogue continue d'affluer vers l'Europe. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des saisies de drogue en forte augmentation dans les ports français. À Saint-Nazaire, on est passé de 50 kg saisis en 2020 à 676 en 2022. C'est quand même x 13,5. Est-ce qu'on a une idée de savoir ce qui arrive par la mer et ce qui arrive par la terre? Est-ce qu'on a une intuition là-dessus? Ce serait trop hasardeux. Trop hasardeux. C'est encore une majorité. La seule intuition qu'on a, c'est qu'on intercepte qu'une infime partie. Est-ce qu'on a une idée? C'est quoi, 10%, 5%? Je ne peux pas vous dire. C'est une infime partie, évidemment. Mais le problème, c'est que même quand la drogue est interceptée, ça n'inquiète pas vraiment les trafiquants. Les pertes sont intégrées, en fait. Ça fait partie du risque. J'ai une anecdote qui m'a été donnée par un avocat breton. Il avait un client qui venait d'être interpellé et qui devait passer en jugement pour une très grosse arrivée de cocaïne dans un port en Bretagne. Et son client était étonnamment calme, presque hilar même. Et en fait, il a obtenu l'explication quelques temps plus tard. Hein. Le narcotrafiquant lui a indiqué que certes, il s'était fait prendre une cargaison, mais il y en a 4 autres de 4 tonnes ou 5 tonnes, je ne sais plus, qui étaient arrivés à bon port par d'autres moyens dans le même temps. Depuis 2016, on la voit de plus en plus présente en France, mais aussi en Bretagne. Ça, c'est ce que nous a expliqué Guillaume Pavic, qui réalise chaque année une étude pour l'OFDT. C'est l'Observatoire français des drogues et tendances addictives. Il observe que dans la région, la cocaïne est devenue plus accessible. Des points de deal qui n'en proposaient pas se mettent à en vendre. Les prix chutent, passant de 80, 100 € le gramme en 2016-2018 à 50, 60 € aujourd'hui. La pureté aussi augmente, passant de 30 à 60% en moyenne. Et les dealers se mettent à vendre le produit en plus petite dose, comme un demi-gramme à seulement 30 €. Mais l'une des grosses nouveautés, c'est la vente en ligne. Il y a à la fois la cohabitation de nouvelles formes d'économie et le commerce. Et le marché existe toujours. Mais on commande aussi sur Internet. Et c'est pareil pour les trafiquants, il y a des livraisons qui se font à la commande et via les réseaux sociaux et des livraisons au domicile, mais il y a toujours aussi le point de deal traditionnel, en bas de l'immeuble, au coin de la rue, parfois au-dessus et au vu de tout le monde. Sur les messageries chiffrées comme WhatsApp ou Telegram ou sur les réseaux sociaux, les trafiquants font leur commerce en toute tranquillité. On peut voir sur leur fil de discussion les quantités et les prix des différents produits qu'ils proposent. Produits qu'on peut commander en ligne et se faire livrer. Coke Marvel, 1 gramme, 60 €. 5 grammes, 250 €. 10 grammes, 450 €. Je pense que le premier bénéfice, c'est l'extrême discrétion que ça leur apporte au trafic. Il n'y a pas de lieu où il y a beaucoup de va-et-vient. Ça veut dire qu'il n'y a pas de troubles à l'ordre public. Il n'y a pas de voisins qui sont embêtés, qui risquent de prévenir la police. Il n'y a pas de règlement de compte. Ils n'ont pas de guetteur, par exemple, à payer. Il y a beaucoup moins de monde dans la boucle. C'est autant d'argent qu'ils ne dépensent pas et ça leur permet de multiplier leurs bénéfices, en fait. Et sur ces discussions, ils se permettent même de faire de la com, avec des promotions, des jeux concours et des vidéos. Cette vidéo, elle a été publiée à l'ouverture de l'un de ces réseaux. On y entend une instrumentale de rap avec des paroles qui vantent la qualité des drogues et un clip en images de synthèse qui représente les trafiquants sur le pont de l'Iroise. La police sait que ça existe, mais ils ont conscience surtout que ça passe complètement sous leur radar. Moi, j'ai eu plusieurs hauts responsables, que ce soit en police, en gendarmerie, qui m'ont confessé qu'ils étaient complètement largués sur le sujet. Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est qu'il faut des enquêteurs spécialisés, donc qui soient spécialement formés, qu'ils aient des autorisations spéciales d'enquête. Ils n'ont pas de moyens d'aller fouiller le cyberespace et de trouver ces réseaux-là. Autre explication, c'est pas une priorité, parce qu'il n'y a pas de trouble à l'ordre public. S'il n'y a pas de trouble à l'ordre public, ça passe en second plan. Donc on ne déclenche pas de moyens supplémentaires. Ils ont déjà énormément à faire avec les points de deal classiques. Et cette facilité d'accès, elle n'existe pas qu'en ville. La campagne aussi est touchée.
Nous sommes à Tholé, dans le Léon, ici entre les champs et la mer. Le Télégramme a mené l'enquête en 2021 sur la banalisation de la cocaïne. Gwenal, tu es chef de rédaction à Morlaix. Qu'est-ce qui t'a poussé à mener l'enquête ? L'enquête elle a commencé à l'été 2021 après 2 faits divers tragiques qui ont fortement marqué le pays de Morlaix. 2 faits divers mortels, dont l'un au mois de mai un peu plus loin sur cette route ici à Tholé. On a retrouvé le corps d'un homme de 29 ans, un Saint-Politain, qui, de ce qu'on avait compris à l'époque, était lié à des trafics de stupéfiants. C'est un homme qu'on a retrouvé d'une balle de 9 mm dans la tête et dont le corps avait été calciné puisque les assassins avaient mis le feu à sa voiture. Et alors, qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce qui t'a surpris au cours de ton enquête ? Ce qui m'a surpris, c'est la facilité avec laquelle les jeunes, et je dis des jeunes parce que c'est vraiment des gens de plus en plus jeunes qui en consomment, puissent avoir accès aussi facilement à cette drogue-là et ils en consomment de plus en plus de façon récréative. Mais c'est surtout qu'il y en a beaucoup en fait qui arrivent ici. Ça fait 3 ans que tu as sorti ton enquête. Depuis, comment ça a évolué ? Est-ce que le trafic a augmenté ou est-ce qu'au contraire, ça s'est plutôt arrêté ? Je serais incapable de te dire si ça s'est amplifié. Ce qui est certain, c'est que ça ne s'est pas arrêté. De la drogue, on continue à en trouver de toutes sortes dans le secteur. Très régulièrement, chaque semaine, on publie dans nos colonnes du Télégramme des faits divers qui expliquent que telle ou telle personne s'est fait interpeller avec 100 grammes, 200 grammes, 1 kg de cocaïne ou de résine de cannabis dans son coffre. Dernièrement, la police a démantelé à Morlaix un réseau de trafic de stupéfiants dans une cité HLM. On y trouvait de la résine, on y trouvait de l'herbe, mais on y trouvait aussi de la cocaïne. Donc ça veut dire que cette drogue-là, elle est toujours présente. Même dans une petite ville comme Morlaix qui ne fait que 14 000 habitants, et ça ne se trouve pas qu'à Morlaix puisque ça irrigue dans les communes environnantes et évidemment ici comme ailleurs dans la campagne morlaisienne. Une facilité d'accès déconcertante et pourtant pour les autorités c'est une priorité. Emmanuel Macron désignait en 2021 la lutte contre la drogue comme la mère des batailles et il a même fait de nouvelles annonces lors de sa conférence de presse du 16 janvier dernier. L'ordre en luttant contre la drogue qui ces dernières années se déploie pas simplement dans les grandes villes mais dans des villes moyennes qui la connaissaient moins, parfois même dans des villages. Grâce à la multiplication des opérations place nette frappant les narcotrafiquants, qui se conduiront dans toutes les catégories de villes. Et nous allons accroître le rythme. À partir de la semaine prochaine, 10 opérations de ce type seront conduites chaque semaine. Brest, Rennes, Auray, Vannes, Lorient, ces opérations place nette, on en a vu une dizaine dans la région ces derniers mois. Ici, dans le quartier de Bellevue, une de ces opérations a mobilisé le 6 février une centaine de policiers qui ont procédé à 70 interpellations. Mais vous allez le voir, tout ne se passe pas toujours aussi bien. En janvier dernier, un projet d'interpellation de grande ampleur a tourné au fiasco à Rennes. Nous sommes le mardi 23 janvier 2024 à 6h30. Ce matin-là, le parking du Castorama de Saint-Jacques-de-la-Lande accueille de curieux visiteurs. 160 policiers sont rassemblés devant le magasin. Après plus de 8 mois d'investigation, ils se préparent à interpeller 15 personnes suspectées de tenir l'un des plus gros points de deal de Rennes, situé aux 4 places du Banat dans le quartier du Blône. C'est l'heure du dernier briefing, quand soudain, une Audi surgit. Elle ralentit à leur hauteur et les policiers constatent que, depuis l'intérieur de la voiture, un smartphone est braqué sur eux. La voiture accélère et disparaît dans la nuit. Les policiers doivent se rendre à l'évidence. Les trafiquants sont parfaitement au courant de ce qui se trame. Par précaution, l'opération est annulée. Alors, comment les dealers ont-ils pu être informés de leur plan? Un policier l'affirme, la fuite vient forcément de chez eux. Pour certains fonctionnaires, elle serait due à la récente réforme de la police judiciaire qui l'oblige à partager des informations sur des opérations en cours avec d'autres services de la police nationale. Le but, mutualiser les moyens pour plus d'efficacité. Mais pour ses opposants, le problème c'est qu'elle faciliterait l'accès à des informations qui auraient dû rester confidentielles. Pour l'opération du 24 janvier, près de 200 personnes étaient destinataires d'une note permettant de préparer les interpellations. Une enquête est en cours auprès de l'IGPN pour savoir s'il s'agit d'une fuite fortuite ou délibérée. Ce fiasco intervient alors que le trafic de drogue s'intensifie, particulièrement à Rennes qui compte de nombreux points de deal.
Les habitants des quartiers concernés vivent quotidiennement selon les lois que leur imposent les narcotrafiquants. Les entrées d'immeubles sont filtrées, impossible de se promener dans le secteur sans devoir justifier de sa présence. Les élèves traversent des points d'île pour se rendre à l'école, les commerces ferment et de jour comme de nuit, des hurlements retentissent. Quand j'arrivais le matin, je me demandais si je n'allais pas retrouver mon local incendié. Mais ce raté n'est pas resté sans réaction de la part des autorités. En avril, c'est 3 opérations qui ont permis l'interpellation de 16 personnes qui étaient déjà ciblées en début d'année. La préfecture a dans la foulée annoncé le lancement d'une opération PlaceNet XXL qui doit durer 3 semaines dans le quartier du Blône. Cette opération PlaceNet a la vocation à redonner, et on a commencé déjà depuis 1 mois, puisqu'il y a une présence très forte des forces de l'ordre depuis 1 mois, depuis la fusillade du 10 mars, redonner de la tranquillité et de la sérénité pour que l'ensemble des acteurs locaux, et en particulier les bailleurs, mais aussi les propriétaires privés, puissent reconquérir aussi leur territoire. La cocaïne se répand toujours plus en France et en Bretagne. Il faut se rendre compte que la part des 18-64 ans ayant déjà expérimenté la cocaïne a été multipliée par 4 en seulement 2 décennies. C'est la 2e substance illicite la plus consommée en France derrière le cannabis. Mais souvent, les premières victimes, ce sont les consommateurs. Pour les prendre en charge, il existe une vingtaine de structures en Bretagne, dont la clinique de l'Audet à Quimper. Historiquement, ici, c'était un centre d'alcoolologie au début des années 2000. Et on est passé sur un lieu de soins en addictologie parce qu'on a vu de plus en plus de patients arriver avec des demandes de soins pour des addictions qui n'étaient plus simplement l'alcool, mais aussi l'héroïne, la cocaïne, le cannabis, et en général des gens qui avaient des polyaddictions. Des addictions à plusieurs produits en même temps, c'est-à-dire des gens qui vont à la fois, par exemple, consommer de l'alcool, du cannabis et de la cocaïne ensemble. Ces nouveaux patients, ils ont plus de mal avec les soins statiques centrés autour de la discussion. C'est pour ça qu'ils proposent des activités en extérieur, comme de la course d'orientation ou des cours de surf. Ensuite, on partira sur, on va revoir un petit peu comment on se lève, étape par étape, tu vois, on va bien revoir, je vais te mettre des repères sur ta planche pour que ça te parle. Et puis nous, on va voir vraiment comment on prend les vagues au large. Tu vois, la technique, vraiment, on va essayer de revoir. Tu vois, je ne sais pas si la dernière fois, justement, tu étais un peu sur cet objectif-là, tu as dû piquer, des fois peut-être. Tu vois, il y a des vagues, des fois, tu as ramé, tu crois que tu l'avais, finalement, tu ne l'avais pas. Ces activités, alors déjà qui font que le patient va reprendre cet espace qu'il avait abandonné, c'était à l'extérieur de chez lui, c'était des patients qui étaient renfermés sur le produit, la consommation chez eux, et là ils réabordent l'extérieur finalement. Ce sont des activités qui vont faire que le patient va avoir une estime de soi qui s'améliore, c'est-à-dire le fait de se revoir quelqu'un qui se mobilise, qui atteint des objectifs, ça va leur permettre d'améliorer la confiance en soi. Et c'est vrai que pour nos patients, c'est vraiment l'axe essentiel, j'ai envie de dire, pour pouvoir les aider, c'est qu'ils ressortent de la prise en charge avec une confiance en soi améliorée et la possibilité de croire qu'ils peuvent changer durablement leurs problèmes. Prendre ses premières vagues, réussir à se lever et découvrir cette sensation de glisse. Ce sont ces petites victoires qui redonnent de l'assurance. Et si c'est par la mer qu'est arrivée la cocaïne, c'est aussi par la mer qu'il se débarrasse de son emprise.